Bonsoir à tous et bienvenue à notre buffet froid. Fred, Et toujours Léo. on vous accueille aujourd'hui pour vous faire voyager dans le temps. Ah ouais, dans ce troisième épisode, puisque le premier épisode de la saison 2, c'était notre épisode vidéo. Le deuxième épisode, c'était quand on vous parlait de nos lectures, de nos visionnages, etc. Et là, on reprend les ateliers thématiques avec des concepts, des histoires, des anecdotes qui viennent illustrer. Et comme l'a dit Fred, on va voyager dans le temps. Et je suppose qu'on va beaucoup débattre. Donc c'est bien C'est possible. bien possible. Eh bien, je ne crois pas me tromper en disant que la plupart d'entre nous ont découvert très tôt ce que pouvait être le voyage dans le temps à travers les aventures de Marty McFly et Doc Brown dans la trilogie Retour vers le futur, du moins les gens de notre génération. Voir cet adolescent être le témoin des bêtises de jeunesse de ses parents et déjouer le destin en faisant des adultes heureux et épanouis était particulièrement enthousiasmant. C'était rythmé, c'était drôle, c'était bien réalisé. Michael J. Fox était excellent dans le rôle. Avant sa maladie. Et sachant que c'était pas lui à l'origine qui devait jouer dedans, c'était Eric Stoltz qui avait d'ailleurs tourné un certain nombre de scènes et ils ont jugé qu'il n'y avait pas une bonne alchimie avec Christopher Lloyd et ont dit bon allez mec c'est fini pour toi, tu vas dire adieu à tes rêves de futur et on va aller plutôt chercher quelqu'un d'autre. Et donc c'est comme ça que Michael J. Fox a débarqué. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il tournait à la fois la série, j'ai plus le titre en tête, mais la série qu'il avait rendue célèbre à l'époque. Le jour, il tournait la série. Le soir, il tournait Retour vers le futur. Il dormait 3 heures par nuit et ça a duré pendant des mois et des mois. Tu sais pas comment il a pu trouver une telle énergie, c'était incroyable. La drogue. Mais de toute façon, ça n'est pas le sujet, donc je ne vais pas m'étaler davantage, puisque on me l'a souvent fait remarquer, je suis une pipelette. Et comme Marty, qui n'a jamais rêvé de changer le futur en modifiant le passé? Et ce n'est pas le docteur Scott Beckett, dans la série Code Quantum, qui va nous en dissuader, sautant d'une vie à une autre pour réparer les erreurs du passé. Alors qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'effroyable dans un sujet comme le voyage dans le temps? Vous devez vous poser la question, après tout on est bien dans Buffet froid et pas dans Buff trop génial. Oh mais c'est un peu flippant quand même le voyage dans le temps. Si on pourrait tout écrire, tout réécrire, ça serait extraordinairement extraordinaire bien d'ailleurs. Et ce serait extraordinairement effrayant parce que, comme le dit le dicton, l'enfer est pavé de bonnes intentions. En voulant se faire un peu d'argent en achetant un almanach des sports, Marty McFly crée par inadvertance une réalité dans laquelle son père est mort, et Biff Tannen, le patron de son père, est devenu riche, et non seulement il est devenu riche, mais en plus c'est son beau-père, le cauchemar. Cauchemar absolu pour Marty. Sauf que ça n'est pas un cauchemar, c'est son nouveau présent. La conclusion de l'histoire nous montre un Marty qui a compris qu'il pouvait lutter contre ses pires instincts, et sa famille est heureuse. L'avenir semble plein de promesses, la trilogie finit très très bien pour tout le monde. Pour tout le monde, et peut-être pas, parce que Biff Tannen, pour tous ses défauts, il se retrouve condamné à nettoyer des voitures en boitant et en se déplaçant avec difficulté. Alors oui, c'est le méchant de l'histoire, et finalement on est quand même bien content de voir que ça se déroule pas comme il l'avait prévu. Mais il n'en reste pas moins que les voyages dans le temps de Marty ont fait de celui qui était un chef d'entreprise méprisable mais à la carrière réussie, quelqu'un qui n'a plus réussi à atteindre ses rêves, quelqu'un qui s'est fait arracher son destin et voler ses espérances. N'est-il pas passé pour la victime à la fin? Il devient un peu le dindon de la farce. Donc il y en a qui vont répondre mais c'est le karma, il l'a mérité, après tout c'était une ordure. Mais il y a quand même clairement quelque chose d'effroyable à voir son destin complètement modifié comme ça, sans même en avoir conscience, puisque lui, il se souvient pas de tout ça. Mais on a changé sa vie, on a changé ce qu'il pouvait être, et on a transformé son univers en la pire version possible pour lui. Et sans se montrer trop pessimiste sur la nature humaine, je pense qu'on peut convenir que tout le monde n'est pas bien intentionné. Donc Marty, son but c'était pas de faire du mal à Biff Tannen, lui ce qu'il voulait c'était juste rétablir un équilibre dans sa famille. Mais qu'est-ce qui peut nous garantir qu'une machine à remonter le temps ne serait pas utilisée à des fins égoïstes et néfastes? Buffet froid n'est pas un podcast politique, donc on va pas s'attarder trop sur cet aspect, mais il suffit quand même de voir à quel point certaines personnes ont vite fait de nier et renier l'histoire, alors même qu'à notre connaissance personne n'a encore utilisé une machine à remonter le temps pour la modifier,
pour se convaincre de la dangerosité d'une telle invention, sur la probabilité qu'elle puisse exister. J'ai souvent entendu dire que si c'était le cas, on serait déjà au courant, parce que nos amis du futur seraient déjà revenus dans le passé. Ils nous auraient dit salut les mecs, je viens de l'an 3546, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé à l'époque. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer demain. Et d'ailleurs, je vais vous dire comment faire pour éviter tout ça. Et ça nous est encore jamais arrivé. À cela, je réponds quand même. Et si au contraire, nos amis du futur avaient intérêt à ce que nous ne soyons pas au courant qu'ils ont trouvé le secret du voyage dans le temps? En vérité, si une telle machine existait et que quelqu'un retournait dans le passé pour le modifier, on s'en rendrait même pas compte, comme Biff Tannen qui est devenu clopin-clopin, un nettoyeur de voitures. On ne le saurait pas. Notre esprit, sans doute, se serait habitué à la nouvelle réalité, et pour nous, ce serait le présent tel qu'on l'a toujours connu, et non pas un présent modifié. Supposons par exemple qu'avant la création d'une machine à voyager dans le temps, TF1 n'ait jamais diffusé le Club Dorothée, mais qu'il ait diffusé le Club Ariane. Quelle horreur! Et là, encore une fois, on parle de choses que seuls les gens de notre génération peuvent comprendre. Quelle horreur! Et là, donc il y a le Club Ariane, et il y a un scientifique qui invente une machine à remonter le temps, et il veut faire de sa mère une célébrité. Et il dit, maman Ariane, attends, tu vas voir. Non, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Maman Dorothée, attends, tu vas voir. On va retourner dans le passé, on va faire de toi une star. Et là, il modifie les choses. Et il fait en sorte que ce soit Dorothée et non Ariane qui devienne la présentatrice vedette. Imagine que ça soit le fils de Corbier. Ça serait le Club Corbier. Le Club Corbier, peut-être. Quelle horreur! Toujours est-il que dans cette nouvelle ligne temporelle, on ne se souvient plus qu'il y a eu un jour un Club Ariane. Et pour nous, l'émission a toujours été le Club Dorothée. Cette dernière a fait la carrière qu'on lui connaît, tandis qu'Ariane, qui auparavant, dans une autre ligne temporelle, était une célébrité, voit sa destinée modifiée et ignorera toujours ce qui lui a été volé. Est-ce que ça, ce n'est pas complètement effroyable? Pour notre génération, ça peut l'être, oui. Mais ça illustre à quel point le voyage dans le temps peut être quelque chose d'horrible. Et encore là, c'est des exemples gentils, un petit peu amusants, mais ça pourrait être bien pire. Voilà ce qui peut faire du voyage dans le temps. J'ai une petite anecdote un peu dans ce sens-là où Stephen Hawking a voulu prouver le voyage dans le temps. Donc, il a loué un grand hall à Cambridge. Il a fait décorer, c'était, je crois, pour Noël d'ailleurs, si je me souviens bien. Il a mis des ballons, des guirlandes, et il a envoyé les invitations après la fête, en disant que s'il y avait des voyageurs dans le temps, ils seraient au courant de la fête et qu'ils seraient venus à la fête. Et personne n'est venu, peu cher, le pauvre. C'est une façon de tester la théorie. Ça nous rappelle quand on étudiait les médiums dans la saison 1, cet apprenti médium qui avait décidé de mettre fin à ses jours en disant c'est le seul moyen de vérifier s'il y a un après. Et si c'est le cas, j'ai une amie à qui je me manifesterai. Et on est dans le même genre d'expérimentation. C'est un petit peu moins dangereux. C'est juste un peu plus cher. Ouais, il valait mieux tenter avec des invitations d'anniversaire et des ballons avec du gaz dans un garage. Exactement. Toujours est-il que ces exemples nous montrent ce qui peut faire du voyage dans le temps un concept absolument effroyable. D'autant plus que, voilà, comme je disais, ce sont des exemples que j'ai choisis dans un domaine qui n'est pas celui de la violence, mais que dans un domaine plus violent, on pourrait voir, enfin on le verrait pas, puisque pour nous ce serait la réalité de toujours, mais des guerres qui auraient des issues complètement différentes. Il y a un film, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Ultime Souper, mais rien à voir avec du fantastique ou quoi. Hein. C'est une bande de potes qui reçoivent des gens qui n'aiment pas trop, et ils leur posent la question, si tu avais une machine à remonter le temps, tu vas donc dans le passé, tu rencontres Claire Petit, est-ce que tu le tues ou pas en sachant tout ce qu'il fait après? C'est une bonne question. Après, je vous passe le détail du film parce que je vous spoile pas, parce que c'est un super film avec Cameron Diaz d'ailleurs, et assez drôle, même très cynique des fois, et cyniquement drôle aussi. Mais en tout cas, c'est une bonne question de savoir si on a les moyens de revenir dans le passé, est-ce que on changerait et est-ce qu'on n'aurait pas, on aurait les mêmes conséquences ou peut-être pire, ça se trouve.
On change un détail et ça devient pire, imagine. Dans ce cas-là, par exemple, tu tues Adolf Hitler et il y a un mec qui est encore pire qu'Adolf et qui entraîne le monde, je sais pas, dans sa chute la plus totale. Et dans le sens inverse, ça rappelle aussi le livre qui est adapté en film, Dead Zone, de Stephen King, où il a ses visions du futur, et à un moment, il a une vision d'un futur apocalyptique qui est créé par l'homme politique, et donc il décide d'aller l'assassiner. Et ça se passe pas exactement comme il l'avait prévu, sans spoiler, mais voilà, il y a une incidence sur le futur potentiel qui devient un autre futur, quoi qu'il en soit. On est un peu dans le même ordre d'idées. Toujours est-il que pour revenir sur ton idée de Hitler, ton propos de Hitler, il va nous servir à illustrer justement les 3 grandes théories de voyage dans le temps. Donc ces 3 théories, elles sont comme suit. La chronologie fixe, c'est celle qui dit que le futur ne peut pas être changé. Les actions du voyageur dans le temps sont déjà écrites dans l'histoire. Il n'a donc que l'illusion de changer les choses. Par exemple, justement, tuer Hitler alors qu'il est un bébé pour empêcher la guerre mondiale. Sauf que, selon la chronologie fixe, d'une manière ou d'une autre, Hitler va être remplacé par un autre enfant. Par exemple, le voyageur temporel qui tue bébé Hitler apporte un autre bébé à la famille pour que la famille ne se rende pas compte de la disparition de l'enfant. Donc ils adoptent cet enfant sans s'en rendre compte, ou alors il y a une nouvelle grossesse. Toujours est-il qu'il y a un enfant qui vient remplacer le Hitler qui a été tué, et cet enfant, il deviendra le Hitler qu'on connaît de toute façon. C'est la chronologie fixe. Quelle que soit l'intervention du voyageur temporel, il ne peut pas modifier des choses. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est la première théorie. Ensuite, on a la chronologie dynamique. Les changements dans le passé ont une influence dans le présent, mais ils peuvent aussi créer des paradoxes qui vont entraîner des boucles temporelles. Par exemple, un voyageur retourne dans le passé. Il tue son grand-père. Donc, puisqu'il tue son grand-père, il ne peut pas naître. Comme il ne peut pas naître, le grand-père n'est plus tué. Et donc le voyageur va à nouveau renaître, recommencer son voyage dans le temps et perpétuer la boucle en tuant à nouveau son grand-père et en ne naissant plus et en renaissant à nouveau. Et donc ça, cette boucle, c'est le paradoxe du grand-père. Ensuite, on a les chronologies alternatives qui disent que changer le passé ne changera pas le futur où on se dirigeait. Par exemple, reprenons l'exemple d'Hitler. Donc il y a notre ligne temporelle à nous avec la Seconde Guerre mondiale, etc. Quelqu'un retourne dans le passé en disant je vais tuer Hitler avant qu'il puisse déclencher cette guerre. Donc il tue Hitler, pas de Seconde Guerre mondiale, le passé devient différent, enfin le voyageur temporel voit ce passé changer, ce présent changer, sauf que ça n'est plus son présent, c'est un présent alternatif. Et la ligne temporelle initiale dont venait le voyageur temporel restera telle qu'elle était. Ça va juste créer une ligne temporelle alternative et parallèle à la ligne initiale. Je rassure, Léo n'est pas un Avengers, hein. Il va pas dans les mondes parallèles. Et dans le film Avengers Endgame, justement, qui traite aussi de voyage dans le temps, on est dans une chronologie fixe. Ils ne peuvent pas changer le passé. C'est d'ailleurs ce qu'ils expliquent. On ne pourra pas empêcher Thanos d'actionner le gant de l'infinité avec les pierres. Par contre, on pourra emprunter les pierres dans le passé, s'en servir dans le présent, et elles retourneront dans le passé sans modifier la chronologie. On agira juste sur le présent et donc le futur. C'est compliqué ces histoires. Hein. Oui, il faut suivre. Hein. Il faut suivre. Hein. Et justement, en parlant de suivre, tu as peut-être des exemples à nous confier qui peuvent illustrer un petit peu ces théories et qui peuvent aussi questionner notre rapport à ce concept et nous faire nous interroger sur la possibilité qu'il y ait une réalité dans le voyage temporel. Comme je ne suis pas du tout d'accord, je n'ai pas d'exemple, Léo. Ah, donc on arrête l'émission ici ? On arrête l'émission ici. Non. Bon, bonne soirée, chers spectateurs. Non, c'était une boutade, bien sûr. Ok, c'était une boutade, elle était hilarante. Maintenant, je sais qu'elle était hilarante. Un peu de sérieux. Du sérieux. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On va partir dans le temps, vraiment. Je vous pose donc le décor. Nous sommes en 1901, début 20e, donc à Versailles, dans les allées du parc. 2 femmes et amies ont indiqué avoir voyagé dans le temps. Des farceuses ou ont-elles vraiment voyagé dans le temps ? Ces 2 femmes sont Charlotte Anne Noberly, 55 ans,
directrice d'un collège féminin de l'université d'Oxford. Donc on est quand même sur une université de renom. Quelqu'un qui a une stature. Qui a une stature et en plus une place dans la société assez importante. Une pointure. Une pointure. Et Eleanor Frances Jourdain, 38 ans, qui est enseignante et donc aussi qui est quand même relativement dans une place haute dans la société pour l'époque. Des érudits. Eleanor et Charlotte n'ont pas voyagé n'importe où. Elles ont été envoyées à l'époque de la cour de Louis XIV et Marie-Antoinette. Autant voyager avec le gratin, hein, c'est ce que je me dis toujours, autant voyager en classe 1 plutôt qu'en voyage classe. Nous sommes donc le 10 août 1901. Charlotte rejoint Eleanor à Paris, où cette dernière vit. Elle décide d'aller visiter le château de Versailles. Après avoir parcouru la galerie des glaces, qui est très très longue, et les différentes salles du palais, les deux femmes se dirigent vers le Petit Trianon. Le Petit Trianon n'est pas un gâteau. Je vous le précise, chers buffettistes. C'est un bâtiment dans le parc offert par Louis XIV à Marie-Antoinette. On en apprend des choses dans ce buffet froid. On parle nourriture, on fait Histoire, des blagues, mais on apprend des choses aussi. Le temps se couvre. Le ciel donne une impression quasi surnaturelle. Ces deux femmes se perdent dans le parc. Comme toutes les femmes, elles n'ont pas le sens de l'orientation. C'est sexiste ça, monsieur. Pas vous, Fredo. Non, je plaisante. Aucun sens de l'orientation, moi non plus. Je plaisante. Mais c'est ton côté féminin qui parle. Peut-être. Elles y croisent des jardiniers et malgré la chaleur de l'été, ils portent tous un long manteau. Il y a un tricorne. Le tricorne, c'est un chapeau qui porte bien son nom. Il a deux côtés et juste devant aussi, c'est un peu allongé, d'où le mot tricorne. Puis, elles aperçoivent une jeune fille, mais aussi sa maman en costume d'époque. Malgré tout cela, elles continuent leur balade, elles errent dans le parc et elles croisent le regard d'un homme aussi en vêtements d'époque, mais avec le visage vérolé. Elles croisent aussi un homme en cape, grand, et diront de lui qu'il était beau, avec des cheveux bouclés. Il leur indique alors une direction, une maison dont les volets sont fermés en pleine journée, et sur la pelouse, une femme portant un chapeau sur la tête. Donc elle ne le porte pas au pied, tout va bien. Les deux amies sont prises d'un malaise. Un homme alors intervient et leur indique le chemin du retour. Quelques heures plus tard, elles partagent leurs expériences. Aucune reconstitution historique n'est indiquée ce jour-là. Elles réalisent qu'elles ont voyagé dans le temps car après d'autres visites plus tranquilles, un des chemins empruntés n'existe plus depuis des années. L'une des portes du bâtiment qu'elles arrivent à retrouver est condamnée et l'homme au visage vérolé ressemble au comte de Vaudreuil et la femme dans l'herbe n'est autre que la reine Marie-Antoinette elle-même, reconnue par les deux amis grâce à un tableau de Adolphe Ulrich Wertmüller. Charlotte et Eleanor, désireuses de partager leur aventure, ont écrit un livre nommé, En aventure, et publié en 1911. L'accueil du livre est mitigé. Une partie de la presse ne leur accorde aucun crédit. L'autre, plus croyante, décortique l'affaire et contribue à la légende du fantôme de Marie-Antoinette. Et effectivement, à Versailles, beaucoup de personnes, dans leur visite, auraient croisé Marie-Antoinette dans le parc. Alors, voyage dans le temps ou apparition d'un esprit? Exactement. Je trouve, moi, personnellement, sur cette histoire, j'accorderai du crédit à ces deux personnes qui étaient déjà d'une stature sociale, sur lesquelles on peut avoir toute confiance. Déjà. Et je vous trouve très discriminant ce soir, monsieur, entre les femmes qui n'ont pas le sens d'orientation et les pauvres à qui on ne peut pas faire confiance. C'est pas ce que j'ai dit du tout, Léo. J'ai pas dit du tout ça. Quel propos effroyable. Mais pas du tout. Je ne suis pas dans l'effroyabilité de mes propos. Je dis juste que ce sont deux femmes qui ont de la culture et qui ne sont pas influencées, qui ont un certain niveau dans la société de l'époque, j'entends, mais il faut remettre dans le contexte, et que je pense qu'elle n'aurait pas imaginé autant de détails sur l'aspect vérolé, sur le Trianon, sur le petit sentier, et choses qui étaient intéressantes dans l'histoire, et ça on le sait que des années et des années après. Versailles est géré par une société mixte qui a retrouvé des vieux plans, et qui a pu prouver que les sentiers qui étaient décrits par ces deux personnes ont réellement existé alors qu'elles se sont fait décrier. Donc c'était déjà bien. Et quand elles ont fait la description de tous les costumes,
tous les détails qu'elles ont donnés étaient réels. Véridique. Oui, mais alors ça pose plusieurs questions. La première, c'est que, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, ce sont des femmes de culture qui ont accès à un certain nombre de connaissances qui certainement sont érudites. Elles avaient très bien pu, d'une part, avoir connaissance de ces éléments-là, ne serait-ce que par rapport aux costumes, aux vêtements, etc., peut-être même au chemin qui était devenu inaccessible. Ça peut être une forme d'affabulation pour se faire connaître. Ça peut être aussi un coup de chaud qu'elles ont attrapé dans l'après-midi et elles ont imaginé des Ça, choses. c'est sexiste. Pourquoi? Parce que les coups de chaud peuvent arriver aussi bien aux hommes qu'aux femmes. En quoi ça peut être sexiste? Alors, je vais te répondre. Sur le chemin emprunté, il n'a été découvert que des années et des années, bien des années plus tard. Donc, il n'existait sur aucune carte qu'avait la société qui gérait le domaine de Versailles. Vous avez vu, cher Buffet-Fist, comme la dynamique s'inverse ce soir? Déjà. Comme c'est moi qui fais preuve de scepticisme. D'autre part, sur les détails, ils ont donné tellement de détails que même si elles étaient érudites, il fallait qu'elles soient très spécialisées ou spécialistes de cette époque de Louis XIV et de Marie-Antoinette et des jardiniers pour avoir autant de détails fournis sur les vêtements des personnes qu'elles ont croisées. Et quand elles ont reconnu Marie-Antoinette, elles ne connaissaient pas le visage de Marie-Antoinette. Même moi qui ai fait de l'histoire, j'ai étudié Louis XIV et Marie-Antoinette. Je ne sais pas le visage qu'elle peut avoir, cette femme-là. Mais en tout cas, elles l'ont reconnu formellement sur un tableau. Donc, moi, personnellement, je serais plus à même de croire la version où peut-être que de temps en temps, pour une donnée vraiment précise et pour un temps précis, elles ont pu aller à cette époque et revenir, puisque là, l'homme leur a indiqué le chemin du retour et elles sont reparties. Et après, elles sont pas mentales, parce qu'elles sont revenues plusieurs fois dans le domaine de Versailles et il s'est rien passé. Donc je me dis que elles n'ont pas pu affabuler autant. Et quand tu dis que tu y crois sous quel versant? Est-ce que tu crois qu'il y a bien eu peut-être une faille temporelle, qu'elles ont eu un aperçu d'une époque révolue? Ou est-ce que tu crois que elles ont vraiment été en présence d'esprit, de revenants? Alors, d'après ce que j'ai lu, je pense qu'elles ont été plutôt sur une faille temporelle, parce que ce qu'elles décrivent, c'est vraiment, on a l'impression que c'est tangible. Une scène de vie. C'est une scène de vie. Voilà, elles voient les jardiniers les regardent, il y a une communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. Et donc une faille à double sens. À double sens. Qui permettrait de communication. Donc, ça, c'est mon avis. Alors, peut-être que mon avis est faux. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais sur ce cas précis, sur ces deux Anglaises qui n'avaient rien à gagner, en plus, elles avaient déjà un niveau de vie pour l'époque très très important. Donc, et en plus, elles publient un livre après en se disant on va partager. Elles sont quand même relativement courageuses en sachant qu'elles peuvent se faire lyncher et voire perdre, pour l'enseignante en tout cas, perdre son poste, parce que c'est un peu fabulatoire quand on voit des choses comme ça. Oui, c'était un risque réel de pouvoir confronter ce genre de croyances à la vindicte populaire en ayant en plus une position sociale. Et en étant des femmes. D'autant plus. En 1911, la place de la femme n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et en même temps, c'est ce que j'allais dire aussi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a pu décrire quand on a abordé la question des médiums dans la saison 1 et qu'on a mis en exergue à quel point la plupart des médiums étaient des femmes, justement parce que il y avait peut-être une sensibilité différente, mais aussi parce que leur place dans la société et leur place à la maison faisait que c'était un moyen de communiquer avec l'extérieur, un moyen de se faire connaître, de trouver une place et d'avoir un statut différent. On peut aussi s'interroger si, en plus de leur existence professionnelle déjà posée, consolidée, il n'y avait pas aussi une recherche autre de célébrité, de renommée. Souvent, un scientifique, par exemple, qui est expert dans son domaine, va se voir recommander de publier des recherches pour développer d'autant plus sa renommée, véhiculer ses idées, en échanger. Et peut-être que dans cette même logique, c'est aussi ce qu'elles recherchaient à travers ce livre qu'elles ont essayé de publier.
Alors moi je sais pas si elle recherchait effectivement une notoriété ou quoi que ce soit. Je pense que, enfin, j'ai pu, en recherchant, lire deux, trois passages du livre. Donc, je pense plutôt elles étaient dans le partage de quelque chose qui leur est arrivé. Et je sens, enfin, moi, personnellement, d'après mes recherches, je sens que la démarche est sincère. Tu vois, c'est une démarche sincère sur lesquelles elles veulent vraiment ouvrir un tiroir que la société, peut-être en 1911, n'était pas prête, mais elles veulent aussi partager ce qui leur est arrivé parce qu'elles y croient. Alors, après, je me rallie à la thèse du voyage dans le temps parce que, pour tous les détails sur les costumes, pour avoir reconnu Marie-Antoinette, la vérole en 1911, ça n'existait plus. Enfin, en tout cas, ça existait peut-être dans d'autres parties du monde, mais pas en tout cas à Versailles. Le chemin qui n'existe pas et qui est découvert, mais des années et des années, bien longtemps après. Et je me dis que tous ces détails, elles n'auraient pas pu les inventer. Alors à ce moment-là, c'est soit elles ont peut-être, par contre, elles ont peut-être des pouvoirs médioniques. Peut-être qu'en, tu sais, en fusionnant leurs deux énergies, elles ont peut-être pu se projeter. J'en sais rien. Mais en tout cas, on a l'impression que la façon dont elles font les choses, en fait, ça fait un peu parcours. Elles cherchent le trianon, elles se perdent un peu parce qu'elles le trouvent pas. Et d'un coup, elles rentrent, puis elles ressortent d'un autre côté. Donc, je trouve que ça fait un peu faille temporelle, moi. Tu vois, dans l'histoire, on a l'impression qu'elles rentrent d'un côté d'un tunnel et qu'elles ressortent de l'autre. Et au milieu du tunnel, ça serait un événement de vie de Marie-Antoinette à son époque. Et je trouve ça super crédible. Donc un premier exemple qui, à minima, peut paraître troublant et vient nous interroger, et pour lequel on ne peut pas, de prime abord, l'écarter d'un revers de la main en disant non, c'est des fadaises. Je suis d'accord, ce n'est pas des fadaises. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être des Mais fadaises. c'est intéressant de découvrir J'adore cet le mot aspect. fadaise. J'adore le mot fadaise. Je savais que ça te parlerait. On est Et très cultivé, on, il est, fait on, froid. on essaye de développer cet aspect de notre personnalité qui est un peu sous-jacent et peut-être pas assez présent d'habitude. Mais je trouve intéressant que ce soir, tu revêtes le vêtement de quelqu'un qui a envie de croire comme ça. Ah, la soirée n'est pas finie. Mais c'est un bon début. La soirée n'est pas finie. C'est stimulant ce changement de dynamique comme ça, et moi qui viens te titiller avec un peu de scepticisme. Et on va pouvoir passer À un autre à exemple, un autre peut-être, Léo. exemple. On pourrait parler par exemple du projet Gateway. Donc la CIA, qui est un organisme gouvernemental américain, et qui enquête sur des choses secrètes, en 2003 a rendu ce fameux rapport Gateway public. Donc il s'agirait d'une série de tests qui étaient destinés à analyser si la manipulation de l'esprit, et en particulier l'hypnose, pouvait être utilisée dans le cadre de la guerre froide. L'auteur est le colonel Wayne M. McDonnell. Il y parle de mécanique quantique, donc il est quand même assez avant-gardiste. Il parle aussi de neurosciences, donc il s'intéresse à des domaines très différents d'études. Il y est question d'expériences hors du corps pour atteindre un niveau plus élevé de conscience. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre Fantasmagorique. du psychédélique, je dirais, Du avec New certainement Age. oui, New Age complètement, avec l'utilisation de substances un peu hallucinogènes, etc. Et Dieu sait qu'il ne faut pas en prendre, cher buffettiste, de ce genre de produit. Ça, nous N'oubliez sommes pas. bien d'accord. Mais ces expériences de corps imminente, ça fait penser un petit peu aussi aux expériences de mort imminente, comme on en a parlé dans la saison 1 avec ces Un peu. personnes qui ont frôlé la mort et qui se sont vues sortir de leur corps et qui toutes disent un petit peu la même chose. On avait consulté d'ailleurs ce fameux site internet et avec tous ces témoignages qui disaient j'ai senti ma conscience s'élever, j'ai été entouré d'une aura de paix, de grand amour, de compréhension, etc. Et on sent que dans cette démarche du projet Gateway, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc il y a un autre aspect qui est étudié, qui est celui de manipuler les fréquences du cerveau pour atteindre une osmose entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, altérer la conscience et dépasser les limites du monde physique, donc toujours cette idée de sortir de son corps. Tu vois, Luc Besson était bon avec Lucie. Ben, ça s'inspire de certaines de ces théories, de ces concepts, ça c'est certain.
Et donc, à travers ces expériences de dépasser des limites du monde physique, c'est aussi dépasser celles de l'espace et du temps. Ce sont les objectifs affichés par le rapport Gateway. Et comme tu le disais, c'est vraiment dans une pensée très New Age. Et quand on lit un peu le rapport, on s'étonne de voir quelque chose d'aussi ésotérique qui vient se mêler à des concepts plus scientifiques, comme la mécanique quantique et les neurosciences. C'est un peu un gloubi-boulga de différentes influences, et on se demande Casimir est partout. Casimir est partout. On se demande si ce colonel Casimir, enfin McDonnell, il a pas pioché un peu à droite à gauche en se disant je vais tout mélanger et puis on va voir ce que ça donne. Un peu comme quelqu'un qui saurait pas trop où il va et qui tâtonne, et peut-être même un peu un escroc, en somme. Mais le fait que la CIA décide de révéler ce rapport, on se dit finalement, c'est que ça n'a pas trop dû fonctionner cette histoire. Donc pour un concept qui se veut scientifique avec une application de terrain, c'est plutôt digne d'un film de science-fiction en fin de compte. Et on a plus l'impression de lire un scénario de film ou de bouquin, plutôt qu'une étude comme on en attendrait de la part d'une organisation qui se veut sérieuse comme la CIA. Le rapport initial date de 1983 et il s'inspire des travaux de l'Institut Monroe, dont le site français annonce les éléments suivants. 40 ans de recherche sur la conscience humaine, d'expérimentation, de sessions individuelles dans le laboratoire de l'Institut, de relevés et d'analyses de données ont permis à l'Institut de développer des méthodes à base de fréquences sonores permettant d'apprendre à contrôler consciemment des états de conscience. Donc on reste... Quel programme alléchant. Je trouve que c'est un côté presque plus sinistre qu'autre chose. Quand on consulte le site, ça se veut presque bienveillant, rassurant, mais pour moi, c'est plutôt effrayant. Parce que, oui, si la CIA a décidé d'utiliser ça dans un cadre militaire, alors ça peut être utilisé sur leurs propres soldats pour les amener à dépasser leurs limites, on peut vite imaginer que ça puisse être utilisé comme forme de torture aussi. À la guerre, comme on dit. C'est tellement vague, contrôler consciemment des états de conscience, je sais pas, comme tu disais tout à l'heure, comme il fait un petit mix de tout, je sais pas si vraiment il savait vraiment ce qu'il écrivait, ce monsieur McDonnell. Mais on peut imaginer une forme comme de sérum de vérité, mais sur la base d'utilisation de fréquences sonores, ou un outil de torture, puisque le son peut être utilisé pour empêcher de dormir, et que empêcher un soldat de dormir, c'est une des pires tortures. Ça a beaucoup été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, on y revient. Donc on peut tout imaginer comme ça. Donc, ce Robert Monroe a découvert dans les années 50 que certaines combinaisons de sons produiraient des effets identifiables bénéfiques sur les capacités humaines. Donc l'Institut Monroe se situerait davantage dans quelque chose presque d'humaniste, si on les écoute. Par exemple, certaines combinaisons de fréquences augmenteraient la capacité d'attention. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai. D'autres provoqueraient le sommeil, c'est certainement vrai aussi. Les bruits sourds. Moi, quand j'ai du mal à m'endormir, je mets le bruit de la pluie, par exemple. Oui, tout à fait. Et les bébés adorent ça aussi. Les bruits blancs. Les bruits blancs. Ce genre de choses. Donc, il y a une part de réalité. Il y a une part de réalité dans la SMR où il y a des chaînes sur, pas citer YouTube, mais il y a des chaînes d'ASMR qui détendent les gens. Et, dans l'hypnose, de toute façon, il y a cette part je crois beaucoup au son. Du coup, ça c'est pas quelque chose qui me choque. Moi non plus. Après, il faut voir jusqu'à quel point on peut y croire. C'est vrai que pour en revenir à l'hypnose, les hypnotiseurs utilisent une fréquence de son aussi dans leur façon de s'adresser aux gens, qui vont induire certains effets. Donc oui, je pense qu'il y a une réalité. Maintenant, de là à dire que il va y avoir une véritable expansion de conscience, jusqu'à quel point? Ah oui, peut-être une expansion dans le sens où ta conscience est plus, comment on peut dire, plus calme ou plus détendue, mais dans un sens vraiment comme un gaz qui se détendrait, qui se dilaterait. Pourquoi pas? C'est pas. Avec une concentration plus stimulée. C'est ça. Moi, je sais que par exemple, des fois, pour me concentrer, j'ai besoin de me concentrer sur un bruit particulier. Un TikTok ou un truc n'importe quoi. J'ai besoin de me concentrer sur du bruit à un moment donné. Alors peut-être parce que je suis moi-même bruyant, mais en tout cas, ce qui me mettrait moi les nerfs à vif et qui m'empêcherait de m'élever, c'est le silence complet. Ça me fait souvent, le silence me fait souvent plus peur que le bruit.
Oui, je peux comprendre. Et par rapport à ça, la CIA, ce qu'elle nous en dit, c'est que l'univers est un réseau d'énergie et de fréquences. En altérant celle du cerveau humain, il serait donc possible de créer un portail avec des sphères de l'univers qu'on pensait être inaccessibles. Et peut-être que cette peur du silence que tu évoques, elle est liée à cette peur justement de ces sphères inaccessibles et qu'on perçoit de façon plus ou moins consciente. Ça me fait penser à la théorie des anciens astronautes, ça, tu vois. Et tout est lié. Tout est lié. Sur C'est la cette vérité, d'ailleurs. Oui, absolument. Ce qui est étonnant sur cette histoire de projet Gateway, c'est que quand la CIA dévoile le projet en 2003, il dévoile tout le projet, sauf la page 25 qui a été soigneusement retirée. Et Tabernacle. Pourquoi la page pourquoi 25, Léo? Eh ben, sachant que elle a finalement été révélée en 2021, soit presque 20 ans après que le rapport initial ait été rendu public. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette page 25? Eh Elle ben, nous on dit qu'ils ont comprend. réussi à propulser quelqu'un dans le passé et à le faire revenir. Non, en fait, il précise juste que si tu utilises tel son et tel son, tu t'endormiras plus vite que tel son et tel son. Tout ça pour des centaines Non, de c'est pas millions vrai. de dollars. C'est pas vrai. Les ambitions de la CIA apparaissent comme s'articulant autour de la maîtrise de la projection astrale à des fins pratiques. Les agents, n'étant plus concernés par les lois de l'espace et du temps, seraient tout simplement inarrêtables. Mais ce faisant, il pourrait rencontrer des formes intelligentes inconnues de l'espèce humaine. Donc là, ce serait peut-être les grands anciens, comme dans la mythologie de Cthulhu créée par H.P. Lovecraft. Mais par rapport au voyage dans le temps, ça veut dire qu'il pourrait aussi voyager dans le futur ou dans le passé. C'est ce que laisse entendre le rapport. En dépassant les limites de l'espace et du temps, il ça, pourrait partir aux ouais. confins de l'univers et aux confins du temps. Parce que c'est pas super clair, hein, quand même, la page 25. Je comprends Non. pourquoi ils l'ont enlevé. Non, mais l'ensemble du rapport paraît plutôt confus. Et c'est pour ça qu'on comprend rapidement pourquoi ils l'ont rendu public. C'est parce qu'en fait, il était inexploitable. L'auteur du rapport, donc le colonel McDonnell, emploie le terme, entre guillemets, absolu, comme élément central de sa thèse. Il explique que le temps et l'espace sont confinés en des points précis par des vibrations. Or, l'absolu n'a pas de point précis. C'est une source d'énergie en dehors du temps et de l'espace qui transcende leurs règles et leurs confinements. L'altération de la conscience humaine devrait pouvoir à terme, grâce aux méthodes de l'Institut Monroe, atteindre l'absolu selon McDonnell. L'esprit humain pourrait donc se défaire de l'espace et du temps, et donc encore une fois, voyager à travers le temps. Et il y a des théories scientifiques, celles notamment qui parlent de la théorie des corps, des univers parallèles, etc., qui évoquent aussi ces fréquences vibratoires différentes qui pourraient expliquer que des univers parallèles soient voisins et que la seule chose qui permettrait de les distinguer et surtout de les séparer, ce seraient ces fréquences vibratoires uniques. Donc il s'est quand même inspiré de travaux réels. Maintenant, je pense que son application et la façon dont il les a développés étaient assez fantaisistes. Ça reste en tout cas des théories, pas davantage a priori. Et comme de nombreux sujets cachés par les organisations gouvernementales, en particulier américaines, on peut se demander pourquoi il a été décidé de partager ce texte, si ce n'est, comme je le disais un peu plus tôt, parce que c'est des fadaises. Ou que la page a été remaniée. Si on était dans la théorie du complot, on pourrait dire qu'en fait, c'est pas la bonne page. Et que au final, la bonne page, elle est encore dans les bureaux, dans les souterrains de la CIA, en train d'être cachée, que vraiment, il y a quelque chose vraiment qui est pointé du doigt et qui est vraiment très important. On pourrait en venir à se dire que c'est une forme de manipulation, où effectivement, peut-être ils ont eu le sentiment que quelqu'un se rapprochait de la vérité et allait découvrir ce fameux projet Gateway, et donc ils ont dit, tenez, on vous le montre, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de portée pratique. Il n'y a rien. Et comme tu dis, ils ont modifié des choses. Faut dire, regardez, c'est des fadaises. Mais oui, c'est complètement fantaisiste et hop, et on embrume tout le monde. Et dans l'ombre, les mecs qui sont cachés dans les couloirs de la zone 51 continuent de travailler à ce projet. Tout à fait. Il y a la zone 52 et il y a la zone 0 à 50, il faut pas l'oublier. Il y en a quand même Il y en a une tripotée. Et au final, quelle que soit l'interprétation qu'on en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'il semblerait
que la CIA a vraiment fait des recherches qui incluaient une forme de manipulation du temps et dont les objectifs s'inscrivaient bien dans une logique guerrière. Ce qui nous ramène au propos initial, à savoir que le concept de voyage dans le temps pourrait être rapidement détourné à des fins militaires et donc dangereuses. C'est vraiment pessimiste comme personne. Non, je dis juste qu'il faut se méfier. Non mais pourquoi toujours voir le mauvais côté des choses? Ça se trouve, ils vont en profiter pour améliorer notre quotidien. Ben c'est justement, tu peut-être parles du partir- quotidien, il suffit d'écouter les journaux 5 Ils vont minutes. peut-être partir de 500 ans dans le futur, ramener un truc dans le présent et dire, ben, écoute, et clac, ça va annuler toutes les guerres, rendre les gens gentils, on va s'aimer, on va se faire des bisous, et voilà, grâce à la magie de 500 ans en avant et on va l'appeler de l'appareil à bisous. Et c'est marrant parce que ça me rappelle sur un autre sujet, un jeu vidéo auquel j'ai joué il y a 3-4 ans, j'ai plus le nom en tête, mais je vous le mettrai dans les commentaires. Cher buffettiste, il joue un nouveau jeu depuis quelques jours, donc il a des trous de mémoire parce qu'il utilise beaucoup son cerveau depuis quelques jours. C'est parce que je joue à beaucoup de jeux, donc c'est pas forcément évident de me rappeler de tous. Le jeu dont il parle et auquel je joue en ce moment, c'est très simple, vous vous en douterez, c'est Silent Hill 2 qui vient de sortir, je l'attendais depuis longtemps. J'attendais un nouveau Silent Hill avec une anticipation exacerbée, et pour le moment, il répond à toutes mes attentes et plus encore, mais ça n'est pas ce jeu dont j'allais parler. Sauf que je vais, plus qu'on est sur les coulisses aussi un peu quand même, hein, Oui. un peu sur les coulisses. Sauf que je peux vous dire en avant-première que nous avons donc trouvé, nous sommes allés trouver la grotte du diable, bien sûr, et peut-être un cimetière abandonné. Est-ce qu'on l'a trouvé seulement? Est-ce qu'on l'a trouvé? Ça, vous le saurez plus tard. Enfin, normalement, ils ont vu l'épisode, oui, là. mais bon. Mais vous avez regardé l'épisode, vous avez j'espère. regardé oui. Sinon, vous éteignez tout de suite et vous allez regarder l'épisode sur la chaîne YouTube. Mais nous sommes rentrés donc très tard dans la nuit quand même, et monsieur a joué directement en rentrant. C'est ce qu'il vous a pas dit. Non, alors c'est totalement faux puisque le jeu était disponible à partir de minuit, que je suis arrivé vers 23h30. J'ai donc d'abord lancé une série d'une vingtaine de minutes pour être prêt à minuit. Oui. Échec et mat. Non, pas échec et mat, il fait une petite transition, c'est tout. Mais il a joué jusqu'à pas d'heure. Alors pour en revenir au jeu dont j'allais parler, dont j'ai plus le titre en tête, à un moment on est interviewé par une intelligence artificielle qui nous dit: est-ce qu'il faudrait interdire la guerre? Est-ce que c'est mal de vouloir tuer des gens? Est-ce que il faudrait obliger les gens à être d'accord avec le fait que c'est mal de tuer les gens? Est-ce que si vous aviez la possibilité de modifier le cerveau des gens pour qu'ils acceptent que c'est mal de faire du mal aux gens, vous le feriez? Il y a toutes ces questions un peu morales, et ça fait un peu penser à un test psychotechnique, hein, où on répond à une quantité de questions faramineuses, certaines se contredisant les unes avec les autres, et où on en vient à avoir plus de difficultés à percevoir les nuances entre les réponses qu'on peut apporter. Et finalement, on en vient à se dire, oui, c'est pas bien de manipuler les esprits des gens, mais quand même, ce serait bien si on pouvait faire comprendre aux gens que faire du mal aux autres, c'est pas bien. Et donc, si on pouvait reprogrammer leur cerveau pour qu'ils comprennent ça, ce serait pas mal parce que ça empêcherait des meurtres, ça empêcherait ceci, cela. Et là, l'intelligence artificielle nous dit, si vous êtes d'accord avec le fait de modifier le cerveau des gens pour leur faire comprendre cette idée, peut-être qu'on devrait aussi faire des modifications sur le cerveau des gens dès lors qu'ils ne sont pas d'accord avec nous sur d'autres sujets. Et là, tu t'interroges sur... Alors, où est de Pandore qui est ouverte. Exactement. Où est la limite à partir de là? Et dès que tu commences à en franchir une, tu es tenté d'en franchir une deuxième, et plus tu franchis de limites, plus tu mets les limites de plus en plus haut. Mais c'est pour le bien, alors on devrait pouvoir le faire. Non, mais c'est quoi le bien? Qui a décidé qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Et c'est exactement ce que demande l'intelligence artificielle dans ce jeu. Donc c'est un jeu qui était très bien écrit, et ça nous ramène à ce que tu nous disais. Si des individus bien intentionnés partaient 500 ans dans le futur et ramenaient une machine qui faisait comprendre que la guerre c'est pas bien, qui faisait que tous les gens ont envie de s'embrasser, etc. Ce serait bien puisqu'il y aurait plus de guerre et qu'il y aurait plus de mal. Mais ce serait mal parce qu'on aurait été manipulé par cette machine à bisous. C'est vrai. Est-ce que, de toute façon, c'est sans fin comme débat? Tout à fait, mais ça mérite de poser ces questions.
Et en parlant de questions, est-ce que tu aurais d'autres exemples à nous confier sur le voyage dans le temps qui pourraient alimenter encore nos débats? Oui. Alors, J'ai nous fait quand t'écoutons. même pas mal de recherches et je vais quand même être le scientifique de la soirée. Il faut bien qu'il y en ait un. Oui, c'est assez d'élucubration comme ça pour ce podcast. On va revenir sur des choses vraiment très concrètes. C'est un petit cas que j'ai trouvé, que je vais vous partager. Vous allez voir, c'est assez court, mais assez sympathique, je trouve. On t'écoute. Donc c'est vraiment un cas réel de voyage dans le temps. Il est scientifiquement prouvé et réel. Ouh, tu m'intrigues. En 1800, alors je vais faire un petit récap un peu, mais vous allez voir que petit à petit je vais vous amener à ce cas. En 1895, H.G. Wells publie donc La machine à voyager dans le temps. Ce roman d'anticipation arrive avant la fin des 63 ans du règne de la reine Victoria et quelques années avant la fin du règne sans partage de la physique newtonienne. J'ai eu du mal à l'écrire. Newtonienne. Albert Einstein publie en 1905 sa théorie de la relativité restreinte qui met à mal la conception de l'espace qui est du temps hérité de Galilée. Cette théorie a aussi l'étrangeté de prévoir une forme de voyage dans le temps, dans le futur plus exactement. Dans l'espace galiléen, le temps est le même pour tous et dans tous les lieux. S'il faut que vous reteniez une phrase depuis que j'ai commencé à vous expliquer, c'est celle-là. Le temps est le même pour tous et dans tous les lieux. Par contre, dans la théorie d'Einstein, en revanche, les durées mesurées par des observations en mouvement l'un par rapport à l'autre ne coïncident plus. Le temps devient donc relatif. Depuis 1905, un vrai voyage dans le temps a été réalisé. Ici, pas de machine, pas de magie à l'aide de Docteur Strange ou d'une cabine téléphonique. L'humain qui a voyagé dans le temps est un Russe nommé Sergei Krikalev. Il a bondi dans le temps. Accrochez-vous à vos sièges, accrochez-vous à vos portables. Mais tu sais que c'est pas étonnant que ce soit un Russe parce que l'autre fois, notre directrice artistique Amandine me disait qu'elle avait entendu un commentaire qui disait que quand on entend un Russe parler, on a l'impression qu'il parle à l'envers. Donc c'est comme si les mots en russe voyageaient dans le temps du futur au passé. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Donc c'est pas étonnant que ce soit un Russe qui ait voyagé dans le temps. Eh bien, notre cher Sergei, il a bondi dans le temps. Donc je vous disais de bien vous accrocher à tout ce que vous pouvez. Hein. À votre épouse, à votre époux, à votre siège. Mettez-vous des cordes. Il a fait un 48e de seconde d'avance sur les autres humains. Cela résulte de 803 jours que ce cosmonaute a passé à bord de la station spatiale internationale, donc l'ISS, mais aussi dans la station spatiale Mir, puisqu'elle appartient aux Russes, celle-là. À bord de ces stations spatiales, il se déplaçait en effet à 27 000 km par heure autour de la planète. Par rapport à nos horloges au sol, son temps propre, sa propre horloge, a moins avancé. Il a donc moins vieilli que nous. Il a donc avancé dans le futur de 1/48e seconde. Et ça, c'est prouvé par A plus B. Il faudrait qu'il crée une crème de jour qui évolue dans cette station Mir de manière à ralentir le vieillissement de ceux qui l'appliqueraient. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne, ça. Je suis pas sûr que la crème va prendre les propriétés. Je vais lancer le brevet au cas où. En tout cas, lance l'idée aux Russes. Bon, peut-être pas en ce moment, parce que s'ils rajoutent je vais la lancer ici. Je vais repasser. Est-ce que je peux continuer ou pas? Mais oui, avec plaisir, parce que là, tu nous as mis doigt à la bouche, on veut en savoir plus. Alors, là, j'ai fini mon petit vrai voyage dans le temps. Mais je vais passer du côté scientifique, un peu comme Léo, ou presque cherbuvétiste, et on ne se moque pas. Deux types de voyages dans le temps, pour moi, ont émergé. Le voyage dans le sens rétrograde, vers le passé, et dans le sens antérograde, dans le futur. Le voyage rétrograde reste pour moi et pour d'autres hautement improbable. Il faudrait pour cela abandonner le postulat de causalité qui veut que l'effet ait obligatoirement lieu avant la cause. On admettrait que le passé existe encore, alors comment l'appellerait-on? Le presque passé, le passé imparfait, le passé futur, le passant. Le passant passé, le passant tout court.
Pure logique. Le créateur de la machine à explorer dans le temps voyage dans le passé. Dans ce passé, par exemple, il se tue sans faire exprès. Cela annulerait la création de la machine à remonter le temps. Il serait donc impossible qu'il remonte le temps. Donc il ne serait pas tué. Ce qui rend alors de nouveau l'existence de la machine possible. Il en résulte ce que tu disais, un peu pareil. Le paradoxe du grand-père. Un paradoxe temporel pour nous. On s'est calé sur des mots simples. Tu vois, temporel, paradoxe temporel, voyage dans le temps, on reste dans la même famille comme ça, dans la même thématique, au moins on se tracasse pas et on laisse nos arrière-grands-parents tranquilles. Les pauvres, ne les mêlons pas ça. Les équations de Dirac en 1934 indiquent qu'il existe une catégorie de particules semblables aux particules de matière, excepté le signe de leur charge, positive ou négative, et de certaines propriétés quantiques. Ce que nous nommons l'antimatière. Selon ces équations, si l'antimatière existe, la causalité aussi confirme donc l'impossibilité du voyage rétrograde. CQFD. C'est logique. Quant au voyage antérograde, donc vers le futur, la théorie de la relativité d'Einstein et celle de la relativité générale autorisent la dilatation du temps. Par exemple, un pilote se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, qui est de 299 792 458 mètres par seconde, ne verrait que s'écouler que quelques heures sur Terre, mais qui correspondrait en fait à quelques années. Cet effet permet de voyager vers le futur et serait irréversible. On peut le qualifier alors de bond ou de saut dans le temps. On ne pourrait pas donc revenir en arrière. Oui, ça rappelle un petit peu ce qui est montré, non, mais aussi dans le film Interstellar. C'est ça. De plus, technologiquement, de ce que nous en savons, il n'y a aucun moyen de transport pouvant atteindre cette vitesse. Donc, pour l'instant, aller dans le futur n'est qu'hypothétique, hein, et technologiquement, du moins, je vais mettre des guillemets, des bémols. En tout cas, pour le commun des mortels, on va dire, on ne connaît aucun appareil qui va aussi proche de la vitesse de la lumière. Peut-être que ça existe dans les sous-sols de la CIA, de la NASA, ou de l'espace, comment ça s'appelle en Europe, ils ont aussi quelque chose sur l'espace. C'est terrible qu'on nous mente comme ça. Donc, du coup, pour l'instant, pour moi, le voyage dans le futur, sauf si, comme ces deux Anglaises, il y a une faille peut-être temporelle dans l'autre sens qui se passe, ne peut pas être possible pour l'instant, et je dis bien pour l'instant. Parce que... Ce que tu nous dis, en somme, c'est que pour toi, il peut y avoir des failles temporelles, mais qui ne seraient pas le fruit de l'homme. Exactement. Ça serait plutôt des dérèglements du temps, je le vois comme ça, moi. Et c'est pour ça que je parlais de tunnels. Je parlais de tunnels parce qu'on rentre et on sort, et on ne peut rien. En fait, presque, on pourrait pas aller dans une époque précise. C'est-à-dire qu'on va faire qu'un bout de chemin. On peut pas, comme dans Doctor Who, arriver avec sa cabine, avec le Tardis en plein Moyen-Âge, comme dans Très Monstre, dans la Seine ou dans la Tamise, et comme ça, modifier ce qui s'est passé à un instant T sur un lieu T, et qui sait aussi, parce que dans comment ça s'appelle, dans Doctor Who, on ne voit jamais les conséquences de ce qu'il fait, en tout cas, sur les épiphénomènes. Donc, je me dis que... Ça se trouve, il se passe rien. Ça se trouve, il se passe rien, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, ça ne serait pas possible de construire une machine pour faire un voyage dans le temps rétrograde. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux enchaîner ou... Eh ben, on va parler d'un voyageur temporel qui, lui, n'est pas russe. Il s'appelle Monsieur John Titor. Et alors, pour ma part, j'ai entendu parler de lui pour la première fois, et vous allez dire, mais il fait que jouer aux jeux vidéo, celui-là. Mais c'est pas vrai d'abord, donc ne me jugez pas, c'est pas beau de juger les gens comme ça. Mais vous pouvez. Toujours est-il que j'ai entendu parler de John Titor dans le jeu vidéo Steins Gate. Donc c'est un jeu du genre visual novel, c'est une sorte de roman interactif dans lequel le joueur n'a que peu d'interactions. À savoir que ça a été adapté en dessin animé donc au Japon, un dessin animé de 26 épisodes que vous pouvez regarder qui résume bien le jeu, ce qui n'était pas tâche aisée, et qui rajoute même un épilogue supplémentaire d'ailleurs. On y suit un groupe d'adolescents qui sévit dans le quartier de Harajuku, donc à Tokyo,
Harajuku. Harajuku, donc à Tokyo encore une fois, qui est un quartier un peu geek où il y a beaucoup de cosplay, beaucoup de ventes de matériel informatique, de rétro Tu gaming, peux expliquer etc. ce que c'est le cosplay? Le cosplay, c'est Le cos... les gens qui se déguisent comme des personnages de films, de dessins animés, de mangas, de jeux vidéo. Et donc il y a toute une culture aussi, comme je dis, rétro gaming avec des ventes de consoles anciennes, de jeux de collection, des statuettes, un petit peu tout ça. Donc ce jeu, Steins Gate, il est très branché sur tout ce côté-là, mais il parle aussi de voyage dans le temps. Et il utilise beaucoup de concepts réels. Il parle notamment de ce fameux John Titor. Il s'avère que John Titor a réellement existé. Du moins, un internaute utilisant ce nom et prétendant venir du futur a vraiment existé. Il disait venir de l'an 2036, pour être précis. Il a formulé une série de prophéties plus ou moins dignes d'intérêt. Et ces prophéties, surtout, vous vous demandez, est-ce qu'elles ont été réelles, prouvées? Avant toute chose, plusieurs hypothèses ont été émises au sujet de ce fameux John. À tes souhaits! Merci. Il s'agissait d'un Tchétchène qui essayait, en diffusant de fausses prophéties, de raviver les tensions entre les USA et la Russie, et ainsi provoquer un conflit mondial. C'était un patient d'un institut psychiatrique qui postait ses délires sur Internet. Il aurait cessé de poster parce qu'on l'aurait privé de son accès à la toile. Titor était un poltergeist, un événement paranormal, comme on l'avait expliqué dans la saison 1. Et il aurait utilisé Internet et cette identité de John Titor pour détourner l'attention de son existence et des preuves qu'on pouvait en trouver. Probablement l'hypothèse la plus farfelue selon moi. Farfelue parce que quand même sorti nulle part, il n'y avait aucune preuve pour étayer cette hypothèse. Et en plus, on l'a dit un petit peu en rigolant un petit peu plus tôt, le côté théorie du complot. Oui, mais en fait, ils nous disent des choses pour qu'on se dise que c'est pas vrai, et en fait c'est vrai. J'ai toujours trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux. Certaines personnes ont longtemps été convaincues que John Titor était un authentique voyageur temporel. Pour donner plus de contexte à cette aventure, il faut s'intéresser aux déclarations du fameux Titor. Sa première apparition connue remonterait à 1998. Il aurait évoqué à cette occasion le fameux bug de l'an 2000, annonçant des conséquences désastreuses. Et d'ailleurs, ça s'est produit. Ce qu'on peut dire, c'est que certains d'entre nous, et c'est notre cas tous les deux, ont fait la traversée entre le XXe et le XXIe siècle. Donc on a un peu voyagé dans le temps, nous aussi. Et on se souvient du vent de panique qui régnait alors. Les gens disaient, mais non, tout va s'arrêter de fonctionner, c'est terrible, comment on va faire? La bourse va craquer, il va y avoir des conséquences désastreuses pour nos porte-monnaies, catastrophes naturelles. Je me revois à Tu l'époque. t'y revois? Ah, je me revois. Ah ouais, il y avait un vent de panique. Ah, il y avait un vent de panique. C'était assez marrant. Enfin, marrant, je sais pas, mais... Moi, j'étais ado, c'était assez marrant. Moi, j'étais un peu plus vieux que toi. Donc, toi, tu t'inquiétais vraiment? Moi, je m'inquiétais, j'avais des sueurs à minuit moins 5 et j'avais peur que tout s'arrête, que la fin du monde. Eh ben, ces fameuses sueurs, alors est-ce que c'était Titor qui en était à l'origine? Ça, c'est dur à dire. Il y a contribué manifestement, il a beaucoup propagé cette idée. Ce qui est certain, c'est que une fois les 12 coups de minuit venus et le passage à l'an 2000 célébré, elles ont vite été dissipées puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose en fin de compte. Et comme le dit l'expression, ce fut finalement beaucoup de bruit pour rien. Et donc une première prédiction erronée pour Titor. Mais ces erreurs ne s'arrêtent pas là, puisqu'il va prédire ensuite une guerre civile de plusieurs années aux USA, qui aurait dû faire suite aux élections de 2004 et durer jusqu'en 2015. Eh bien non, John, recommence une autre fois. Eh ben pas tant que ça, parce que si tu prends le cinéma récemment, il y a eu, je le traduirai en français, guerre civile qui reprenait cette idée. Oui, mais qui reste une fiction. Mais peut-être qu'il s'est trompé. Il dit pas, il va y avoir un film, il dit, il s'est trompé dans ses prédictions. Peut-être. Il s'est peut-être trompé de réalité. Il a cru qu'un film était la réalité. Et donc, ce sont plusieurs hypothèses qui se mélangent et qui disent la vérité. C'est un authentique voyageur temporel, mais qui s'est échappé d'un asile et qui a du mal à percevoir le lien entre réalité et fiction. Mais parce qu'il a été mis dans l'asile, le pauvrette, parce que tout le monde l'a pris pour un fou avec ses prédictions. Je dirais que c'est peut-être plus crédible de se dire qu'au final, John Titor, c'était un troll, et en particulier un troll politique. Comme ceux qu'on voit ces dernières années et qui propagent des mensonges de groupuscules politiques dont la haine est le moteur.
En ce sens, Titor n'était peut-être pas un voyageur temporel, mais il était un précurseur. On peut aussi se demander s'il ne s'agissait pas d'un simple coup de pub, dans la mesure où il existe un site internet sur John Titor qu'on peut consulter encore de nos jours, hein, qui n'a plus été mis à jour depuis 2009, mais qui proposait un certain nombre d'articles à la vente, dont un livre. Difficile de donner beaucoup de crédit à John Titor et encore moins d'y voir une preuve que le voyage dans le temps existe. Il est par contre un précurseur des mèmes qui règnent sur la toile encore de nos jours, à la différence que les phénomènes de l'époque duraient des mois et non des heures. Ben oui, c'était le début d'Internet, donc ce qui se propageait dessus, on était tellement émerveillés, et puis la moindre vidéo rigolote, tu te la passais avec tes copains pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, avec Snapchat, TikTok, TikTok, etc., ça dure 5 minutes et après c'est Facebook. fini, quoi. Donc John Titor, voyageur temporel, on met une petite croix, on n'y croit pas trop. Hein. En train de dire que ce pauvre monsieur délirait complètement. Je sais pas s'il délirait, mais j'y crois pas à son histoire. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples que tu pourrais nous présenter? J'en ai 3 petits. Ah ben ça vas-y. tombe bien. Ça tombe bien, on t'écoute. Bon, je vais plus vous parler d'une cabine téléphonique qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Non, ça, tu nous l'as déjà dit. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais de plusieurs faits qui ont fait penser à des voyages temporels. Je vais vous en parler de 3, en fait. Le premier, c'est, je plante un peu le décor, toujours, vous savez que j'aime bien mettre le décor. Installer une ambiance. Juin 1950, il fait chaud, un homme de 30 ans nommé Rudolf Hentz, portant des vêtements du 19e siècle, est fauché par une voiture. Il est décédé à Times Square à New York. L'enquête est menée par un policier et il révèle que l'homme avait disparu en 1876, à l'âge de 29 ans, sans laisser de traces. Comment se retrouve-t-il en 1950? Cet homme semblait ne pas avoir vieilli, d'après le policier et d'après l'autopsie. Et aucune explication n'a été trouvée pour ce bond dans le temps. Nota bene, quand même, il portait sur lui une capsule de bière en cuivre. Encore un point d'interrogation, parce qu'en 1950, les capsules en cuivre n'existaient plus. Une lettre de 1876 qui a été authentifiée, donc, et une facture de toilettage de cheval qui correspondrait quand même aux moyens de transport de 1876. Et qui là aussi a certainement dû être identifié par rapport à la matière du papier et à l'écriture. Donc, troublant. L'homme a disparu depuis plus de 50 ans. Il se retrouve en 1950, écrasé par une voiture, il meurt et il n'a pas vieilli. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est des petits faits. J'ai dit que c'était des petits faits. Et les mecs, ils n'ont pas voulu creuser plus. Ils n'ont pas creusé plus, non. Bon, en même temps, les moyens techniques de l'époque n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore l'ADN, il n'y avait pas. Je pense qu'un homme fauché par une voiture, c'est pas intéressant. La police, elle va pas enquêter sur quelque chose qui est déjà presque. Et il n'y avait pas de caméra non plus, donc ils n'ont pas pu relever la plaque qu'il a écrasée. À notre connaissance, il n'y avait pas encore de police temporelle comme dans Time Cop. C'est ça, exactement. Un deuxième fait un peu troublant aussi. En 1935, Sir Victor Goddard, un officier de la force aérienne britannique. Donc, quelqu'un quand même. Avec une stature. Une stature qui prend des décisions rapidement, qui a une certaine intelligence, donc voilà. Capacité d'analyse et de réflexion développée. Exactement. Culture, on peut dire on peut s'assurer qu'il a une bonne culture. Il pilote son avion au-dessus de l'ancien aérodrome de Drem à Édimbourg, tu vois, tranquillou. Il est dans le ciel, là. Et au cours du voyage retour, alors qu'il survolait le terrain d'aviation, là, il a un choc. Au moment où il regarde vers le bas, où il voit l'aérodrome, il a vu l'aérodrome complètement rénové et utilisé, alors qu'il était tout désaffecté. Il aurait vu 4 avions jaunes stationnés sur la piste et des mécanos en salopette bleue. Ce qui est le plus troublant là-dedans, c'est que ce n'est que 4 années plus tard que l'armée britannique appelle ces avions en jaune et que les uniformes des mécaniciens sont passés au bleu. Et peut-être qu'ils ont entendu son histoire, ils ont dit « Ah, c'est stylé ce qu'il nous raconte. » Pas du tout.
Pas du tout. N'essayez pas de Et trafiquer. comment peux-tu l'affirmer? Comment je peux l'affirmer? Je ne comprends pas la question, Et monsieur Léo. comment peux-tu affirmer que ça n'est pas ce qui s'est passé? Non, parce que non, c'est sorti de son rapport, ça qu'il a fait. Ben oui, donc Et il a après, fait son rapport et il a fait ensuite son rapport. ils ont dit il a raison, c'est stylé, c'est Ah couleur. oui, oui, pardon. 4 ans après, ils ont décidé que c'était peut-être stylé. Mais en tout cas, ce qui ne s'explique pas, ce que ne s'explique pas Sir Victor Godard, c'est d'avoir vu ces avions, cet aérodrome rafistolé, retapé avec des avions jaunes, des mécanos en bleu, alors qu'à cette époque-là, l'aérodrome, pardon, était désaffecté. Il n'y avait pas d'avions. Les avions n'étaient pas en jaune et les mécanos n'étaient pas en bleu. Alors ça, on peut facilement se dire que il suffit qu'il était un petit peu fatigué. Avec l'altitude, la vitesse, le manque d'oxygène, etc., son cerveau a créé ces images, il a interprété comme étant réelles, il l'a écrit dans son rapport, les mecs ont trouvé que c'était stylé, ils ont repeint les avions. Non, pas possible ça. Ah si, c'est possible. Non, pas possible. Moi, je pense que c'est soit une prémonition, parce que c'est pas impossible, justement peut-être que le manque d'air, ça fait avoir des prémonitions, ou sinon c'est un petit saut temporel de 4 ans. Et en même temps, on nous dit souvent que les déjà-vus, on peut ressentir ce sentiment d'avoir déjà Ça vu une scène, n'existe pas. c'est en fait ton cerveau qui réagit lentement et qui Non, a mais ce lui, sentiment. Donc lui, il c'est n'a pas peut-être- une déjà vu. Il passe au-dessus, Non, mais il ce passe serait à la même l'allée, logique. Il pense avoir vu quelque chose. il passe à l'allée, il revient, C'est un l'aéroport, mirage. l'aérodrome. Non, ce n'est pas un mirage. Moi, je dis que c'est soit une prémonition ou soit un saut dans le temps. Et moi, je Avec dis un que c'est petit- une hallucination. Tu es très sceptique sur le voyage dans le temps. Je trouve c'est triste. C'est un sujet sur lequel je suis plutôt sceptique. C'est oui. triste, c'est triste. Alors que bon, il y a beaucoup. Ne parlons pas des trous de verre, alors ça serait trop compliqué. J'ai pas assez creusé. Les trous de verre, pour l'instant, sont à l'état de théorie pour ce qu'on en sait. Hmm. J'ai lu quelques livres Enfin, sur le bref. sujet et on est vraiment dans la théorie quantique. Je vais vous raconter le 3e film. Raconte-nous le 3e. On part de l'autre côté du globe. Pour ce 3e et dernier fait, et plus précisément en Chine, au pays du soleil levant. Presque. En décembre 2008, des archéologues chinois ont retiré un cercueil géant de la tombe. Alors je suis désolé si je prononce mal, mais là j'ai vraiment pas de connaissances sur la langue chinoise. Tape-le dans Google Trad. Siking. Ces archéologues croyaient que le cercueil reposait là depuis plus de 400 ans parce qu'en effet, la tombe était scellée, il n'y avait aucune trace d'intrusion dans cette tombe, donc on peut dire que la tombe était scellée pour les archéologues et que c'était les premiers à rentrer dans cette tombe. Pendant qu'ils enlevaient la zone autour du cercueil, Ouais. ils ont trouvé un petit morceau de métal en forme de montre, avec l'heure qui s'était arrêtée à 10h06. Le mot suisse était inscrit derrière. Le tombeau était bien fermé depuis 400 ans. Ils ont tout revérifié. Ils ont tout revérifié du sol au plafond. Donc l'hypothèse qu'ils ont fait, c'est qu'un voyageur du temps a-t-il été enterré là dans ce fameux cercueil, ou la tombe a-t-elle été violée discrètement, tellement discrètement qu'ils n'auraient pas trouvé l'intrusion ou le moyen par lequel ils étaient entrés dans la tombe. Ou alors elle a été profanée par un voyageur temporel Oui, c'est ça. qui s'est introduit Peut-être. avant la construction pour être au bon endroit, qui ensuite a voyagé dans le temps à nouveau pour se déplacer au moment où le sarcophage était enterré et donc pouvoir être déjà sur place à l'intérieur, parce qu'il y a la notion d'espace aussi qui est importante. Et au moment de repartir, il a fait tomber sa montre. Peut-être. Mais en tout cas, pour une tombe qui n'est jamais ouverte, retrouver une montre, c'est quand même un peu paradoxal, je trouve. À moins que ça ait été inventé bien plus tôt que ce qu'on croyait. Et Mais qu'on ait pourquoi t'es perdu comme ses ça connaissances. Mais pourquoi t'es comme ça? C'est scientifique le voyage Je- dans le temps. J'essaye d'envisager différentes hypothèses pour laisser la porte Je sens ouverte du à la discussion. cynisme. Non, Je sens du cynisme, pas du tout. Léo. Je ne suis pas quelqu'un de cynique. Si, là, Je oui. laisse Du la porte. sarcasme. Non, pas du tout. La porte ouverte à la discussion pour que nos auditeurs, nos buffettistes puissent également
formuler leurs propres hypothèses et les partager avec nous. En tout cas, voilà les 3 cas qui ont 3 petits cas qui ont retenu mon attention, que je trouvais et que je voulais partager avec vous, parce que je trouvais que c'était vraiment, vraiment assez perturbant, je trouve, hein, par rapport à notre thème d'aujourd'hui, Ils qui est sont le voyage dans intéressants, le ces temps. cas. Ils sont intéressants. Ils amènent certaines réflexions et des discussions, comme on l'a vu. Donc, merci de les avoir partagés avec nous. Et avant de conclure ce nouvel épisode, je vais aborder le projet Pegasus. Et pour parler de ce projet, il faut d'abord s'intéresser du moins à Andrew Basiago. Né en 1961, Basiago est d'abord connu pour être avocat, au moins jusqu'en 2008. Et à partir de cette période, il opère un virage surprenant et tente d'envoyer des rapports qui se veulent académiques à la National Geographic Society. Il aurait été exposé, sous l'initiative de son père, à un programme de la CIA. Encore elle, Encore tiens. elle. Dès 1967, le fameux projet Pegasus. Donc on est encore face à quelqu'un qui a une profession qui peut laisser penser qu'il y a un background, un peu d'études, peut-être une famille aisée, etc., un accès à la recherche, qui favorise la lecture, les recherches, les études. Il y a quand même encore la CIA là-dedans. Et il y a encore la CIA. Elle est partout, ouais, elle est partout, même en France. C'est dingue. Alors non, parce qu'il n'est pas français, Basiago. Non, je parle pas de là, mais il y a eu, à Pont-Saint-Esprit, il y a eu la CIA qui a fait des essais de gaz. Donc je me dis, elle est partout, Elle est partout, la CIA. Parce que la CIA, en théorie, s'intéresse aux menaces extérieures. Ouais, non, mais... Et donc Basiago nous explique que ce fameux projet Pegasus se base sur un procédé qui repose dans un premier temps sur une machine à téléportation, mais à téléportation physique, comme la mouche, dans l'espace d'un endroit, exactement comme dans la mouche, tout à fait. Mais cette machine ne sert plus uniquement à se déplacer dans l'espace, elle sert aussi à se déplacer dans le temps. Donc il y a une interview de lui qu'on peut écouter sur YouTube, que je vous mettrai le lien. Elle est très longue, hein, elle dure 1h30, donc je suis allé l'écouter. Et quand on entend ce Andrew Basiago parler, ça donne pas l'impression que c'est un charlatan, parce qu'il est quand même assez éloquent, dans le sens où il a l'air convaincu de ce qu'il raconte. Et il nous dit qu'il a été transporté de 1971 à 1973 dans une maison du Nouveau-Mexique. Avec son père, il passe un été entier au Nouveau-Mexique, comme ça, dans cette fabuleuse maison. Mais dans le futur surtout. Oui, mais au bord de la mer quand même. Et donc lui, il dit à son père, maman et les frères et sœurs, ils vont pas s'inquiéter de nous voir disparaître comme ça un été entier. Et là, son père lui dit, mais t'inquiète pas, nous on passe l'été tranquille, on passe un bon moment père-fils, on resserre les liens, ça va être sympa. Et quand on a fini de passer l'été, on va à nouveau utiliser la machine de téléportation, mais on va retourner à notre point de départ en 1971. Oh, c'est pratique. Ce qui fait que non seulement on va se téléporter physiquement du Nouveau-Mexique au New Jersey, mais en plus on va revenir au début de l'été. Comme si de rien n'était. Ni vu ni connu. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est ça exactement. C'est pas très gentil pour les autres enfants quand même. Bah peut-être qu'il comptait faire la même chose avec eux l'été d'après. Ou la seconde d'après, parce que quand il va revenir, comme il y aura aucun temps écoulé, il peut en prendre un chaque fois. Effacer des étés. Et sauf que on se dit, si ils font ça, qu'ils restent 2 mois à tel endroit, et qu'ils reviennent, eux, ils vont vieillir 2 mois de plus que les autres. Oui, mais ça se voit pas 2 mois. Ça se voit peut-être pas la première fois, mais si tu multiplies les voyages de 2 mois, mais ça au bout d'un moment, tu vas prendre de l'avance sur les autres. Ça, c'est vrai. Et tu auras beau revenir à ton point de départ. À moins que tu rajeunisses de 2 mois aussi. Ça, a priori, il n'y a rien qui laisse penser que ce soit le cas. Donc on va rester sur... Mais c'est vrai que tu prendrais 2 mois chaque fois. Ça finit par se voir. Hein. Oui. Surtout un enfant de son âge. Donc on disait qu'il est né en 1961. 1971, il a 10 ans. À cet âge-là, 2 mois, ça peut faire une sacrée différence. Tu peux avoir une poussée impressionnante. Cette machine extraordinaire aurait été conçue à l'origine comme la réplique d'une invention de Nikola Tesla, dont on a déjà parlé dans certains épisodes précédents. Nicolas est toujours présent aussi, décidément. C'était un virtuose dans son domaine. C'était un visionnaire. Jusqu'à ce que les techniciens ne découvrent que la fameuse machine pouvait être utilisée pour se téléporter. Donc, le père d'Andrew est très présent dans les récits qu'il fait de ses expériences, et ce dernier lui aurait parlé de plusieurs œuvres de fiction de l'époque, comme faisant partie d'un programme de désinformation
destiné à nier la réalité des expériences. Donc, on en revient à ces fameuses théories du complot. C'est ça. Si jamais les gens sont près de la réalité, on va leur montrer, mais non, c'est complètement fou ce que vous racontez, c'est juste une œuvre de fiction. C'est simple comme ça. Basiago aurait ensuite passé son adolescence à être entraîné à voyager dans le temps et l'espace, notamment en courant tête la première contre les murs. Concept qui a été repris dans le film Les Chèvres du Pentagone, qui est sorti en 2009, et qui évoquait les expériences gouvernementales New Age de l'époque. On en revient à ça. Dans ce film, il y avait des acteurs comme Ewan McGregor, Jeff Bridges et George Clooney. Ah. Et justement, ça explore ces fameuses expériences de la CIA de l'époque, et ça montre bien le mélange de théorie quantique et New Age. Donc, je vous invite à regarder ce film. En plus, il est très drôle, il passe très vite, on passe un bon moment. Mais il est intéressant parce qu'il est vraiment basé sur ce qui était exploré comme idée à l'époque, et sous un versant plutôt humoristique. Hein. Mais ton monsieur, là, comment il s'appelle? Basiago. Basiago, il fonce dans le mur et il traverse le mur et du coup il se fait téléporter. Oui. D'accord. Absolument. Et donc c'est un mur qui téléporte Basiago. Non, peu importe le mur. C'est lui. Le mur, c'est juste une étape pour lancer le processus. D'accord, mais c'est lui qui s'auto-téléporte alors? C'est ça. C'est grâce à ses facultés psychiques. Mais ils étaient une tripotée d'adolescents, et selon lui, Barack Obama lui-même aurait fait partie des adolescents en question. C'est pour ça qu'il fait super jeune à son âge, Barack. Il a pris un coup de vieux quand même. Ah ouais, mais parce qu'il se téléporte plus, ou il s'était trop téléporté. Il a arrêté. Oui, c'est ça. Il s'est trop téléporté, il a pris d'un coup. Donc, les pouvoirs de téléportation de Basiago et ses comparses sont incroyables, puisqu'ils leur auraient permis de se rendre sur Mars. Ah, ils sont pas morts? Non mais attends, non seulement il serait allé sur Mars, mais d'après lui, certains de ses amis seraient encore en train de coloniser en secret la planète à l'heure actuelle. D'où le visage sur Mars. Le visage de Mars. Ça pourrait expliquer. Ça pourrait expliquer ça. Donc pour ma part, je fais le même constat que sur l'affaire John Titor. Je trouve que c'est difficile d'apporter du crédit aux propos de Basiago. Et pourtant, il y a quand même une certaine constante dans sa façon de présenter les choses. Et certaines personnes sont prêtes à le croire au point que le gouvernement américain a quand même dû publier des démentis. Et alors je vous dis encore une fois, allez écouter l'interview, c'est pas la seule, hein, on peut en trouver plusieurs. Le gars, il a l'air convaincu, il a l'air d'y croire dur comme fer. Oui, mais c'est normal qu'il essaie d'être convaincant. C'est de la désinformation. Qu'il essaie d'être convaincant, il pourrait être mauvais malgré tout. Il est plutôt bon dans le sens où on se dit il y croit. Il a sa carrière, peut-être qu'il devrait être acteur, le monsieur. Plutôt que se téléporter, il aurait gagné peut-être de l'argent. C'est peut-être ce qu'il essaye de faire. Non, mais ce qui est toujours ça me rappelle l'exemple du tout premier au début le tout premier exemple ou le second que tu avais dit. On est toujours sur les facultés du cerveau qui te permettraient d'aller soit dans le passé ou soit dans le futur avec une aide, soit une aide d'un psychotrope quelconque ou quoi que ce soit. Donc, ça reste dans la logique du projet Getaway. C'est ça. Ça reste dans une certaine logique où quand même tu as l'être humain et le cerveau de l'être humain qui est au centre des choses encore une nouvelle fois et qui te permet de faire des choses extraordinaires. Donc c'est ça. C'est intéressant, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que ça voudrait dire que tout le monde potentiellement a des pouvoirs psychiques innés mais non développés. Il suffirait de travailler un peu, tu vois, tu dis à ton fils ou à ta fille, tu as des pouvoirs, donc tu vas essayer de téléporte-toi. Vas-y mon enfant, et pendant 1 heure, tu vas lui apprendre à se téléporter. Alors, à la fois, je trouve ça dur à croire, et en même temps, je trouve que c'est un concept qui est fascinant. Il y a Jumper qui prend ça, le film avec, comment il s'appelle? Hayden Christensen et Samuel Jackson. C'est ça. Et Jumper, c'est ça. Il pense à un endroit de la planète, et s'il le voit en carte postale ou quoi, il arrive à le visualiser, et paf, il va là-bas. Donc, c'est intéressant, hein, comme concept, mais pourquoi pas? Mais ça fait plus fiction que science. Après, là, on vous a confié une série d'exemples. On a parlé concept, on vous a confié des exemples. Et maintenant, voilà, il est l'heure de se poser la question avant de clôturer cet épisode. Où est-ce qu'on en est, nous, après avoir débattu? Qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on pense? Fred, t'avais l'air d'avoir plutôt envie d'y croire à ces histoires de voyage dans le temps. Alors, moi, je crois dans le voyage dans le temps, mais dans le futur. Parce qu'une fois que le passé est écrit, je pense que c'est un peu comme dans les Langoliers de Stephen King,
qui est une nouvelle où il y a un avion passe dans un trou, ils arrivent dans un aéroport qui est en fait dans le futur et ils entendent un bruit mais lointain et au fur et à mesure ils comprennent qu'il y a des espèces de monstres qui mangent et en fait ils mangent le passé. Je pense que le passé il est derrière, il peut pas se réécrire. Une fois qu'il est passé, je pense qu'on peut pas y retourner. Tu sais, ça doit s'écrouler un peu à un moment donné, ça doit tomber, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, je pense que le passé est là où il doit être. Et en plus, ce que je trouve, si c'était possible, je trouverais ça dangereux parce que en modifiant quelque chose du passé, tu sais pas si tu peux avoir pire ou mieux. Donc c'est un coup de poker quelque part. Donc j'espère en tout cas moi, et je crois fort dans ce que je dis, que le passé est inaccessible. Il est comme il est, et une fois qu'il est passé, il est passé. Par contre, je pense qu'on peut voyager dans le futur, ce qui voudrait dire quand même qu'il n'y a aucun déterminisme dans la vie. Si le futur est déjà écrit, ça veut dire que quoi qu'on fasse, tout est écrit et que le choix qu'on a souvent en faisant des choses, c'est un faux choix, donc le choix n'existerait plus. Il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a plus de libre arbitre, ou c'est un libre arbitre tronqué, puisque tu sais pas si on peut toujours aller. Donc quelque part, ça a ce côté un peu effroyable, voire angoissant, de plus avoir de libre arbitre. Mais c'est vrai que ça serait je me dis que voyager dans le futur, si c'est écrit, ben c'est possible du coup. Donc voilà, ça c'est ma position. Je pense que c'est possible parce que c'est déjà écrit et que quoi qu'il arrive, les choses sont faites pour arriver telles qu'elles arrivent et que on a du choix, mais pas sur les grandes choses de la vie. Je pense que l'histoire de la Terre, l'histoire des nations est déjà écrite et que le vrai choix qu'on a nous, c'est dans nos vies de tous les jours avec est-ce que je vais prendre le bus ou est-ce que je vais prendre la voiture ou le scooter ou est-ce que je prends, tu vois, est-ce que je choisis du ketchup, de la mayo. Ça, c'est des choix sur lesquels on a vraiment le choix. Mais ça pose plusieurs questions parce que déjà, c'est de se dire, est-ce que d'avoir la connaissance des choses permet de réagir différemment, d'essayer de faire différemment et d'atteindre un autre résultat? Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, ce serait de dire, un peu comme tu le dis, que même d'avoir la connaissance des choses ne permet pas de les modifier si c'est déjà écrit et que ça doit se dérouler d'une certaine manière. Tout à fait. Mais et donc, après, connaître l'avenir, connaître le futur, avoir des prémonitions ou consulter un diseur ou une diseuse de bonne aventure ne permettrait pas de changer les choses alors. Et donc, quel intérêt de connaître le futur à partir de là? L'intérêt, ça serait de t'y préparer et d'être mieux armé à ce qui t'attend. D'être en paix avec ce qui va arriver? Oui, ou par exemple, si moi je pense que les personnes qui ont des, je dis pas que c'est vrai, mais je suis quand même si je suis sceptique le plus souvent, je pense que des personnes ont quand même la capacité d'aller voir l'avenir parce qu'elles ont soit peut-être aussi une question de résonance ou de cerveau qui est le cerveau droit et le cerveau gauche sont en résonance sont en résonance ou sont sur la même phase, j'en sais rien, ou parce que elles sont peut-être tout simplement, c'est le prochain pas de l'humanité de peut-être de se projeter dans le futur. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui arrivent à voir le futur, et en fait l'idée de voir le futur, ça serait de se préparer autant que faire se peut à ce qui va t'arriver, mais que tu ne peux rien changer parce que quoi qu'il arrive. Donc ligne temporelle fixe. Oui, je pense que c'est une ligne temporelle fixe et que quoi qu'il arrive, quel que soit le choix que tu vas faire, ça va t'amener à ce point-là et que tu peux, c'est inéluctable en fait. Et de ce fait-là, le fait de voir l'avenir, ça te permettrait pas de le changer, mais de t'y préparer et peut-être à la rigueur, pas de le changer, mais d'atténuer les conséquences peut-être. Et ce que tu es en train de dire, ça me fait penser un peu à ton propos sur est-ce qu'il y aurait un après la mort, où tu as souvent cette réponse très définitive de dire non, il n'y a rien, quand on meurt c'est fini, et c'est comme ça. Et il y a une forme, je trouve, hein, je le dis sans jugement, mais alors déjà de constance entre tes deux propos, de cohérence, hein, on voit que ta pensée est organisée de façon cohérente sur ces différentes idées. Je vais pas voir mon psychiatre. Et en même temps, quelque chose d'assez fataliste.
Mais c'est pas fataliste, en fait, ça te permet aussi ce genre de, enfin, cette façon de voir, après, ça n'engage que moi, de profiter du moment présent. Parce que à force de vouloir connaître l'avenir, je pense que ce qui n'est pas bon pour c'est de connaître son avenir, du moins tout le temps vouloir connaître l'avenir, c'est aussi peut-être Ne pas ne pas s'accorder s'accorder le le temps de temps de vivre le profiter du moment présent. présent, Tu oui. vois, et du Absolument. coup, moi, je suis assez, je vis dans j'essaie en tout cas autant que faire se peut de vivre dans le présent et d'apprécier ce que le présent me donne, tu vois, ma famille, mes amis, même les petits moments de rigolade au bureau, même mon travail. J'essaie pas trop de voir ce qui peut m'arriver dans 5 ans, dans 10 ans, parce que ça se trouve, déjà ça me plaira pas, parce que ça se trouve, tu vas voir un tireur de cartes, et tu te dis, oh putain, il m'a prédit ça, dans 2 ans, je vais avoir une grave maladie. Du Et coup, tu vas te mordre les sangs mais c'est ça, jusqu'à... pendant 2 ans, tu vas te mordre les sangs, et ça se trouve, il sera planté parce que ça se trouve, c'est peut-être pas écrit, Et mais, donc c'était pas écrit, mais tu vas te le mais provoquer parce que tu tu y peux as te le cru. provoquer, et du coup, tu vas dire, ah, bah, putain, il est trop bon, le mec ou la nana, elle est trop bonne. Donc, moi, je préfère me dire que, voilà, je vis dans mon présent, le futur, je crois vraiment à ce qu'on peut voir dans le futur, mais je préfère, à la rigueur, faire un peu, pas l'autruche, mais c'est un peu ce que je fais, je préfère faire l'autruche en me disant, mais même si je suis pas intéressé par ce qui va se passer dans 10 ans, parce que je le vivrai que dans 10 ans, je vais profiter du moment présent, comme ça, je suis sûr qu'au moins j'aurai profité de tout ce qui est à m'apporter à ce moment-là. C'est une belle philosophie. Je te rejoins en partie. Alors, par rapport à ces questions-là, pour commencer, oui, vous avez dû noter un changement de dynamique ce soir, puisque je me suis montré plus sceptique qu'à l'accoutumée et plus sceptique que Fred, surtout, ce qui était à la fois Rare. étonnant et intéressant, je trouve. C'est vrai que, alors j'en ai pas du tout rajouté hein, sur cet aspect d'être sceptique. Autant j'arrive à croire à certaines choses dans les questions de l'après, de est-ce que peut-être il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer de façon rationnelle, autant sur les questions de voyage dans le temps, je n'ai... Alors, cela dit, tu nous as confié des anecdotes et des histoires qui étaient troublantes et qui pouvaient amener à certaines interrogations, mais d'un point de vue général, c'est un concept qui m'intéresse en termes de fiction, mais dans lequel j'ai du mal à croire en termes de portée pratique. Et comme je n'y crois pas beaucoup, je n'y pense pas énormément. Mais par contre, je te rejoins sur le fait de me dire, alors déjà pour commencer, je suis plutôt quelqu'un qui évite d'être dans des réflexions appuyées sur le passé, parce que quand je pense au passé, c'est plutôt sous un mode un peu nostalgique, mais positif, tu vois, Oui, revivre des souvenirs qui oui, peuvent créer de l'émotion, oui, du je suis bonheur, pareil. etc., mais pas sous forme de regret. Non. Je suis vraiment pas quelqu'un qui va s'arrêter sur des regrets. Tu diras, ah, si j'avais pu faire différemment, je ferais comme ceci, comme cela. Ou bah, alors plutôt, je me dirais, mais s'il y a des événements pour lesquels j'ai le sentiment de ne pas avoir fait les bons choix, plutôt que de réfléchir à comment j'aurais fait différemment, je vais plutôt transposer la réflexion sur le futur en me disant si j'étais à nouveau confronté à une situation similaire, si je devais faire les choses différemment à l'avenir, ça me permettrait d'avoir des réactions autres. Donc c'est plutôt tirer des enseignements du passé pour préparer le futur en profitant du présent. Ce serait ça, moi. Non, mais je pense qu'on s'est tous dit, enfin, pour les personnes qui ont des vies un peu particulières, qui ont eu des événements dans leur vie, dans leur passé, je pense qu'on s'est tous dit à un moment donné, si je pouvais remonter le temps, je changerais, s'il y avait un truc à changer, peut-être je changerais ça et j'aurais une vie différente. Sauf que dans la probabilité que ça soit possible, tu sais pas si tu enlèves cet événement, l'événement que tu as vécu, les événements, ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce qui Changer un simple événement un pourrait avoir simple des événement peut conséquences, avoir des boule de conséquences, neige ouais. ou l'effet papillon. Oui, c'est ça. Comme le film d'ailleurs du même Oui, nom. c'est exactement ça. Et moi, je crois, par contre, alors j'ai un petit côté un peu pas scientifique, mais je pense que plus les connaissances scientifiques vont avancer et plus on va aller vers la vitesse de la lumière. Parce que je pense que la loi de la relativité
en ce que je comprends un peu à mon petit niveau, hein. Je suis pas en train de dire que je suis un méga scientifique, loin de là. Les buffettistes, je suis pas aussi prétentieux. Sans être un grand scientifique, tu Mais peux t'intéresser au sujet, oui, avoir oui, certaines mais lectures et je pense que formuler des je hypothèses. pense que une fois qu'on aura atteint la vitesse de la lumière, ou qu'on l'aura frôlé, ou qu'on l'aura peut-être dépassé, je pense que les fondements de notre science actuelle vont changer, les paradigmes vont changer, et à ce moment-là, il y aura de nouvelles avancées, voire un bouleversement entier de tout ce qu'on connaît sur le voyage dans le temps, sur le vieillissement, etc., etc. Donc moi, alors j'espère que je pense pas le vivre moi de mon vivant, parce que je suis déjà très vieux. Et oui, j'ai 80 ans. Non, non, je plaisante. Pas, hein. Je plaisante. Non, mais je pense pas le vivre, mais je pense que quand on aura atteint cette limite, il y a toujours eu des moments où la science a fait des bonds en avant, et et elle se confrontait à un moment, à un palier. On prend, par exemple, Oppenheimer avec la bombe atomique, on a fait un bond, et on peut, peut-être que c'est grâce aux extraterrestres, allez savoir, mais bon, on va pas aborder ce sujet-là ce soir, mais je pense que la frontière qui va nous faire passer le cap du voyage dans le temps, ça sera vraiment se rapprocher ou dépasser, pourquoi pas, même si la théorie de la relativité dit que c'est impossible, dépasser la vitesse de la lumière. Va savoir. Donc, l'avenir nous le dira, l'avenir justement. nous le dira. Et vous, chers buffettistes, qu'est-ce que vous pensez, après ces moultes débats, de l'idée du voyage dans le temps? Possible ou pas possible? Et est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Et ça serait sympa que vous nous fassiez un petit retour sur des expériences peut-être personnelles, ou ce que vous avez lu sur Internet, ou dans des livres, peu importe, ou ce qu'on vous a rapporté. Ça serait sympa si vous pouviez nous faire un petit mot. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, n'hésitez pas à nous dire, certains d'entre vous, si vous voulez participer à un futur buffet froid ou revenir pour ceux qui sont déjà venus. Nous, on est toujours ouverts à ce genre de propositions. On a toujours plaisir à partager avec vous. Et en attendant, on vous remercie de vous être attablés une fois de plus à notre buffet froid. Et surtout, n'oubliez pas de passer des soirées effroyables.